Petite anecdote en ouverture de cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, comme le dit la chanson. Ça date effectivement de l'époque où les jeunes Français devaient encore faire leur service militaire. Ce qui m'est arrivé, hein, effectivement. Et donc, dans cette période-là, qui s'étalait de 10 à 12 mois, parce que ça a fluctué au cours du temps, on avait ce qu'on appelle les classes. Donc, on devait faire nos classes, c'est-à-dire une période de 1 à 2 mois où on avait effectivement des exercices, on va dire, purement militaires. En fait, c'était des choses qui étaient destinées, c'était des exercices qui étaient destinés à vous faire obéir, à vous faire rentrer dans le rang, à être de bons soldats, hein. On a effectivement eu l'occasion de toucher des FAMAS, de faire quelques manœuvres, enfin bon, voilà, un tas de choses qui sont de l'ordre du militaire. Puis on a fait aussi beaucoup de conneries, hein. Je me souviens, on demandait toujours des volontaires, hein, et effectivement, bon, on se pressait pas trop aux portions, parce qu'on savait très bien qu'on allait faire encore une tâche, un TIG, comme on appelait ça, hein, travaux d'intérêt généraux, un truc chiant. Il fallait occuper les mecs, hein, comme toujours. Je me souviens qu'une partie de la compagnie avait été dispatchée sur les pistes, à l'époque, les pistes d'hélico pour pouvoir ramasser les cailloux, voilà, pendant que d'autres repeignaient les salles. Enfin bref, on est loin de l'entraînement à la Rambo. Alors tout ça pour vous dire que pendant ces 2 mois, il fallait se tenir à carreau, on se levait à 5 heures du matin, on se pressait pour attendre, hein. Il fallait effectivement se mettre en tenue de sport, on dévalait les escaliers à 5h10 du matin, et puis un gradé nous disait non, non, il faut remonter, vous êtes en tenue militaire les gars, donc on remontait. Enfin après il y avait effectivement l'inspection des chambrées, les fringues volées dans tous les sens, enfin bref, c'est tout, voilà, c'était un tas de trucs comme ça. Alors, vous vivez ça pendant 2 mois, bon, vous vous dites, ok, ça fait partie du jeu, on va tenir le coup, et puis on va se tasser, voilà. Et puis quand ça se termine, bon, on a un petit peu les abeilles, hein, on en a marre, voilà, on a tiré sur la corde, et là, on commence à en avoir un peu marre. Et donc, à l'issue de ces 2 mois, je me souviens, on se retrouvait, et on s'était retrouvés avec tous les copains du contingent, là, on devait être dispatchés dans nos régiments respectifs, hein, pour finalement occuper le poste. Chacun devait avoir un poste, après, était affecté à un poste pour les 10 mois qui suivaient, hein. Et donc on se retrouve sur une fameuse piste de départ, hein, avec les camions qui attendaient, puisqu'on était après amené à rentrer dans les gros berliers et puis à faire nos 200 ou 300 bornes pour rejoindre nos régiments respectifs. Et puis là, il caillait, hein, c'était à Châteauroux, je me souviens, c'était en hiver. Il était 6 heures du mat. Et donc à ce moment-là, bon, les classes étaient terminées, hein. Voilà, là après, logiquement, la pression se relâchait, hein, c'était plus cool. Et puis là, je me retrouve sur la piste à discuter avec des copains, mes mains dans les poches, parce qu'il faisait froid, voilà, c'est comme ça. Et là, je vois un Gugus qui arrive et qui me dit Ackerman, il faut enlever tes mains de tes poches, c'est pas autorisé. Et là, j'avais plus envie de jouer à toutes leurs conneries. Je me suis dit, écoute, j'ai dit, tu vois le mec là-bas, avec les barrettes, alors il s'agissait d'un capitaine, hein, il avait 3 barrettes, donc officier supérieur. Je dis, lui, il a ses mains dans ses poches, alors tu vas le voir, tu lui demandes d'enlever ses mains. Et puis à l'issue, tu viens me revoir après et on voit à ce moment-là si je me soumets ou pas. Et donc les potes à côté avaient vu que j'avais un petit peu changé de couleur. Effectivement, je dois avouer que j'avais en face de moi ce mec-là, c'est abruti de base, hein, bien gentil, mais bon voilà, un bon mouton soumis, hein. Et puis là, j'étais pas décidé à jouer le jeu, hein, effectivement. Et donc, je garde mes mains dans mes poches, je continue. Les potes à côté me disent, c'est bon, calme-toi, ça va aller, c'est fini, c'est fini. Et je revois ce Gugus arriver un quart d'heure après, qui vient me voir, qui me dit, écoute, Ackerman, j'ai vu le capitaine. Effectivement, lui aussi avait ses mains dans les poches. Je lui ai demandé. Il a dit, non, non, c'est autorisé. Les mecs peuvent avoir leurs mains dans leurs poches. Voilà un petit peu l'idée du niveau. Et je crois que je l'ai regardé avec dédain. Je lui ai dit, laisse tomber, quoi. Voilà. Alors pourquoi cette anecdote? Tout simplement pour vous dire, alors ce mec-là était là, finalement il était venu 2 mois avant moi, il s'était soumis un peu plus, on lui avait proposé de passer un petit grade supplémentaire, et puis pour un petit peu chapeauter le cheptel, quoi, hein, voilà, enfin, un niveau de, comment dire, d'autorité ras des pâquerettes, mais un petit peu plus au-dessus que vous qui veniez d'arriver juste après, hein, voilà. Et donc on lui a filé son petit grade, et du coup, voilà, il se sentait investi d'une mission divine. Alors pourquoi cette anecdote? Parce que c'est assez drôle finalement, parce qu'aujourd'hui on observe un petit peu la même chose, tout simplement, hein. On n'a pas besoin d'avoir un flic à tous les coins de rue, hein. Il suffit qu'on conditionne bien les moutons, et puis chacun s'observe, se surveille. C'était un petit peu comme ça dans le bloc soviétique à l'époque, hein.
Ils avaient des micros planqués dans les murs, c'est clair, mais bon, le relais essentiel, il était fait par les amis, par la famille. Voilà, les enfants étaient amenés à dénoncer leurs parents si ceux-ci tenaient un discours déviant. Les amis, pareil. Donc, à la fin, à l'effondrement du mur de l'Est, il y a des types qui se sont retrouvés avec des dossiers comme ça, où ils sont aperçus que leur famille, leurs amis, eh bien, les surveillaient et puis donnaient comment dire, au gouvernement central des informations sur eux. Enfin, tout le monde était surveillé pour que le système tienne. Et en fait, le système tient comme ça. Vous avez une minorité toujours au-dessus qui a compris comment fonctionnait l'humain et puis drive ses sentiments, on va dire, de base, de fonctionnement de base. Et ça permet de contrôler toute la pyramide, ça permet de contrôler l'ensemble. Voilà. Alors, en l'occurrence, en ce qui concerne mon anecdote, c'était ça, c'est tout simplement... On met les mecs dans un système, ils n'ont pas envie forcément d'y aller, et puis au bout de quelques jours, eh bien, ils se conforment facilement, tout ça. On leur fait miroiter la possibilité d'avoir une petite autorité supplémentaire sur les autres, et puis de garder son petit troupeau. Voilà, vous êtes responsable de 3-4 mecs, et puis au-dessus, il y a un gars qui est responsable de ces petits groupuscules, puis on remonte la pyramide comme ça, on fait descendre les informations, puis tous les trucs les plus cons, ça passe crème, tout simplement. Voilà. Donc il fait froid, vous n'avez pas le droit d'avoir vos mains dans les poches, c'est comme ça. Voilà. Puis après, non, l'autorité supérieure a dit que c'était possible. Voilà, on n'est pas obligé de vous couper les doigts parce que vous avez les doigts gelés. Voilà, vous pouvez les garder au chaud. Bref, alors tout ça pour dire que effectivement, quand je parle, parce que l'objet de cette vidéo, ça va être ça, c'est ce que j'appelle l'analyse top-down. Alors c'est un terme qui est utilisé dans l'investissement financier. C'est tout simplement partir de ce qu'on appelle la big picture, comme disent les anglo-saxons, pour pouvoir redescendre en cascade à un niveau individuel, savoir dans quel mouvement global vous vous trouvez pour pouvoir prendre des décisions. Et ça paraît vraiment fondamental. Parce que si vous n'avez pas effectivement ces grandes lignes directrices, vous faites n'importe quoi. Tout simplement, comme je dis toujours, vous pourriez prendre le plus fameux des entrepreneurs, prenez Elon Musk, vous lui dites aujourd'hui de lancer une chaîne de vidéos futures et de location de cassettes vidéo, ça va pas fonctionner parce qu'on n'est plus dans ce cycle-là de développement et c'est mort. Je veux dire, plus personne ne loue des cassettes vidéo de magnétoscope. Voilà, alors que ça, à une époque, il y a 20 ans, ça a super bien fonctionné. Voilà. Donc c'est important au niveau individuel de savoir dans quel mouvement vous vous trouvez. Donc le premier des paramètres, c'est celui-là, c'est comprendre comment fonctionne l'humain. Eh oui, parce que finalement, on n'évolue pas, je veux dire, on évolue technologiquement, mais les grands ressorts qui drivent l'humanité, qui drivent le bonhomme de base, restent toujours les mêmes. Voilà, tout simplement, vous filez une petite autorité à un Gugus, il va se conformer au truc, et puis il va faire redescendre les informations les plus débiles. À partir du moment, c'est le principe de l'autorité, à partir du moment où ça vient de l'autorité supérieure, ça a valeur de loi absolue, quoi. Voilà, tout simplement. Le cerveau, il est déconnecté, il est débranché, voilà. Alors l'armée, c'est un très bon catalyseur pour ça. On voit bien que le militaire de base, moi je me souviens, un gradé à l'époque m'a dit, le problème avec vous les mecs qui faites des études, c'est que vous réfléchissez. Je dis, oui, mais on est un peu formé pour ça. Alors j'ai mis un petit bémol, parce que depuis, avec notamment cette crise, on voit bien que c'est pas forcément en ayant fait des études que vous réfléchissez, parce que au-delà de ça, il y a l'amygdale, voilà, le petit truc qu'il y a dans le cerveau là qui génère la peur, et puis vous avez beau faire. Moi, ce que j'observe, c'est que plus les gens ont fait des études supérieures, très souvent, plus ils sont conformes au narratif officiel, plus ils sont drivés par la peur et ils suivent effectivement la voie qui leur a indiqué. Donc, c'est pas forcément lié au fait d'avoir fait des études ou pas, c'est juste le bémol. Mais effectivement, l'idée, c'est toujours de voir ceux qui réfléchissent par eux-mêmes, qui réussissent à passer leurs biais cognitifs, des biais de confort psychologique. C'est surtout ça qui nous plombe aujourd'hui, le biais de confort psychologique. Et puis la peur, tout simplement, parce que ça, c'est depuis la nuit des temps un facteur de domination incroyable. Donc, vous avez en première partie de l'équation le fonctionnement de l'humain qui n'évolue pas. Voilà, c'est comme ça. Vous avez des gens qui sont mus par la volonté de pouvoir. Quand on voit nos milliardaires, multimilliardaires, c'est ça. Croire qu'ils sont philanthropes, c'est une connerie. Quand on arrive à ce niveau-là, on ne vient pas à un tel niveau avec de la philanthropie, on a envie de bouffer effectivement tous les concurrents, puis on arrive à un tel niveau de pouvoir qu'on a envie de bouffer le monde, quoi. Je veux dire, voilà, c'est ça. T'as déjà ton yacht de 35 pieds là ou 150 mètres avec ton hélicoptère perso qui se pose dessus. Tu possèdes 100 000 hectares de terres agricoles dans le pays le plus puissant du monde. Et qu'est-ce qu'il te faut de plus, pépère? Il te faut tout, il te faut le monde, voilà. Donc quand on fait sauter les verrous qui permettent de contrôler un petit peu ces instincts bestiaux de l'humain,
bah, on arrive à ce qu'on aboutit aujourd'hui, hein, cette mainmise un peu sur les grands, on va dire sur le monde, hein, on peut parler de ça comme ça. Hein. Voilà, donc il y a ça, il y a le sexe, l'argent, enfin voilà, tous ces sentiments qui sont humains et qui drivent effectivement nos comportements au quotidien, tout simplement. Voilà. Alors donc du coup, ça c'est la première partie de l'équation qu'il faut garder en tête. Hein. Ensuite, la seconde, c'est d'observer ces grands mouvements qui se mettent en place au cours de l'histoire. Alors ce qu'il faut, c'est bien dézoomer au maximum pour pouvoir observer, encore une fois, comme je le dis, le schéma d'ensemble. Voilà. Alors je veux prendre un autre exemple parce que ce qui est important, c'est de sortir du narratif et de sortir des grands concepts qu'on vous balance à la vue comme ça à la face, que ce soit démocratie, que ce soit l'oligarchie, que ce soit quel que soit le système politique dans lequel on soit, hein, je veux dire, on parle de la Chine, c'est le communisme, c'est une dictature, on parle de la Russie, c'est une oligarchie avec soi-disant un dictateur à sa tête. Nos économies et nos gouvernements occidentaux n'échappent pas à la règle. C'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette volonté humaine qui est de contrôler, de garder le pouvoir. Donc chez nous, c'est un petit peu différent. Hein. C'est une sorte on va dire, ils ont trouvé le système pour être un petit peu en retrait, ne pas apparaître trop au grand jour, mais c'est la même chose, ça reste un truc pyramidal. Si vous croyez que vous avez le pouvoir parce que c'est écrit démocratie au-dessus, vous mettez le doigt dans l'œil. Hein. Voilà, c'est comme à l'époque du bloc de l'Est, en Russie, le seul journal officiel s'appelait la Pravda, la vérité. C'est toujours ce système de novlangue. Hein. Voilà, la liberté, c'est l'esclavage, l'esclavage, c'est la liberté. Enfin, je vous renvoie à 1984 d'Orwell, c'est toujours le même système. Donc du coup, ce qu'il faut voir, c'est ces grands schémas en pensant effectivement que l'humain, lui, ne change pas. Je prends juste un autre exemple. Dans la Rome antique, on sait très bien que le début du christianisme a été compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ça se finissait dans les arènes bouffées par un lion, enfin c'était pas cool, on va dire, hein, pour les premiers chrétiens. Mais à partir du IVe siècle, dès que l'édit de Constantin s'est mis en place et que le christianisme est devenu religion d'État, alors la religion, ça unit les gens, donc c'est un moyen bien commode quand on associe la religion et le politique, et bien de conserver le pouvoir avec une caution divine. Hein. Voilà, ça c'est un peu mon analyse. C'est ce que je pense, et ça a très bien fonctionné pendant des centaines d'années. Eh bien, quand les chrétiens sont devenus, enfin, quand le christianisme est devenu religion d'État, bah, qu'est-ce qu'on a vu derrière? Le phénomène s'inverser, tout simplement, c'est-à-dire que les anciens, ceux qui étaient persécutés avant sont devenus ceux qui persécutaient les autres. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas entrer dans l'administration si vous n'étiez pas chrétien, par exemple. Voilà, tout était verrouillé. Donc, on a quoi? On a l'humain à la base qui est mu par les mêmes forces, toujours, quels que soient les siècles. Et puis derrière, on a une table qui tourne, et puis on change les protagonistes, mais on a toujours la même chose. On a toujours cette volonté de pouvoir, de possession, qui est au centre de l'équation, quelle que soit la dénomination qu'on mette dessus, quel que soit le décor dans lequel on évolue. Hein. C'est pour ça que les grands mythes sont importants, parce que ce soit à l'époque on va dire d'Hercule et de sa massue, en passant par l'époque de l'épée au Moyen-Âge ou en allant dans une époque futuriste, eh bien, quel que soit le décorum, quel que soit le décor, le drame humain se joue toujours de la même façon. Voilà. Alors, donc, à partir de là, dans quoi on est aujourd'hui? Tout simplement, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a mis en place un nouveau système, qui est un système socialiste. Voilà, soi-disant de répartition des richesses, de redistribution. Et ce système-là s'est accompagné par la suite, au niveau financier, d'un système où on travaille avec l'argent dette, c'est-à-dire on s'est désolidarisé de la valeur intrinsèque des choses, hein, pour créer de l'argent qui est une pure énergie, hein, créatrice, hein, pour créer de l'argent in fine, de l'air, voilà. Et on le voit bien aujourd'hui, tout le pipeau qui nous est servi sur la fin dans le monde, etc., saute. Mais alors, comme un bouchon de champagne, quand il s'agit d'imprimer des trillions de trilliards de dollars pour soi-disant sauver le système financier, on voit bien que c'est facile quand il s'agit de trouver du fric, on en trouve très facilement. Donc tout ce système, il est artificiel en fait, c'est du pipeau. Voilà. Donc on a créé ce système-là, et puis tout ça repose sur un système de dette avec un remboursement de dette. Et il y a un coût de l'argent qui est effectivement les taux d'intérêt. Et puis, tout ce système est censé fonctionner dans le meilleur des mondes. Voilà. Ça permet, en se dissociant de la valeur intrinsèque des choses, eh bien, en créant de l'argent et une énergie, finalement, qui repose sur rien,
d'investir énormément, d'où le grand boom économique qu'on a eu, même en termes de technologie, sans précédent. Ça, c'est le côté qui peut être positif, mais le côté négatif, c'est qu'à côté de ça, on a une centralisation de plus en plus forte des États, et puis une mainmise de plus en plus importante, effectivement, des gouvernements sur les peuples. Voilà. Donc l'équilibre, il est rompu quelque part. Hein. Et alors on arrive à une époque où ça, c'est plus possible. Les gouvernements empruntaient autant qu'ils pouvaient. On a des dettes qui explosent. Hein. Au niveau privé, si vous aviez le niveau de dette qu'a la France ou même les États-Unis, vous seriez déclaré en faillite personnelle depuis très longtemps. Hein. Donc en fait, ils ont jamais eu l'intention de rembourser, tout simplement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, on joue sur la monnaie. Et progressivement, il y aura une perte de confiance. Hein, la monnaie étant l'ultime système qui permet de... C'est le liant, finalement, au sein des nations et des États. Hein, c'est ce qui vous permet d'échanger de l'énergie, des biens et des services. Voilà, le jour où vous n'avez plus confiance en la monnaie, bah, c'est tout le système central qui s'effondre. Ça a été le cas avec la Rome antique. Pendant 600 ans, au Japon, dans le Japon médiéval, la monnaie ne valait absolument rien. Les gens échangeaient des sacs de riz et de la monnaie chinoise parce qu'ils accordaient plus de crédit et de valeur à cette monnaie-là que la monnaie de singe qui était mise en place par le gouvernement central de l'époque. Donc on retrouve toujours les mêmes schémas. Alors aujourd'hui, on est dans un paradoxe hein, où les gens veulent encore croire que ça va fonctionner, mais bon, on voit bien que le système monétaire, il est tangent. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au bout de 70 ans, on arrive au bout du bout, tout simplement, et que là, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Purger le système, passer par une phase difficile, mais ça voudrait dire des tables qui tournent. Donc vous avez des gens en face qui tiennent le pouvoir depuis un certain temps, et puis qui n'ont pas envie de le lâcher, parce qu'ils savent très bien comment ça se passe dans l'histoire. Donc du coup, il faut trouver une opportunité de redesigner le monde d'une autre façon. Donc, ça c'est important à retenir, ce socialisme qui s'est développé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale tend toujours à terme, puisqu'il grossit, vers le communisme. Magnifique. Alors le communisme, hein, je vous rappelle, hein, c'est les dizaines et dizaines de millions de morts qu'il y a eu, notamment sous Staline, c'est la révolution en Chine, voilà, et ce qui s'est accompagné, et l'Amérique latine qui, malgré ses richesses, est toujours à la cave, parce que c'est des gouvernements marxistes qui ont pris possession du truc. On sait que ça fonctionne pas, et on recommence, voilà. Alors, quelle que soit encore la dénomination, à la base, on passe du socialisme au communisme, et tout ça repose sur une idéologie. Voilà. Il faut bien comprendre que le communisme, ça n'a rien à voir avec le fonctionnement normal de la nature, avec les lois de la nature, avec la prise en compte de ce qu'est vraiment l'humain, et que derrière, on a une idéologie. Alors à l'époque du bloc soviétique, c'était le gouvernement du peuple pour le peuple, enfin c'est toujours ces conneries-là. Aujourd'hui, ça va être le climat. Donc il faut sauver la planète. Donc c'est l'idéologie dominante. Voilà. Donc alors à partir de là, on essaye de vous vendre la saucisse, qu'il faut diminuer le CO2, qu'il faut arrêter faut empêcher les vaches de péter parce que effectivement la couche d'ozone se creuse de plus en plus. Donc il faut arrêter du coup de manger de la viande. Il faut arrêter de respirer même. Vous mettez un masque, voilà. Et puis on va utiliser des crises ou les créer peut-être pour pouvoir, en surfant dessus, imposer un nouveau système sur celui qui est en train de mourir, tout en conservant, donc en fait on change le décor et on conserve sa position. Idéalement, c'est un petit peu ça le truc. Alors il faut comprendre que ces phases de transition, c'est touchy quand même, hein. Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça bascule. Et on en est là aujourd'hui, tout simplement. C'est-à-dire que la nature faisant en sorte de toujours équilibrer, on a une accélération dernièrement de ce processus, c'est-à-dire on va vers du communisme, hein. Dans tous les pays occidentaux, on va vers ça, parce que le système qui a été mis en place s'effondre, tout simplement, que ce soit économiquement ou d'un point de vue financier, ça ne fonctionne plus. Donc il faut bien trouver autre chose. Et puis après, vous avez un agrégat d'idéologies comme ça qui s'accouplent, hein, qui vont dans le même sens. Donc il y en a qui se disent, ouais, il y a trop de monde sur la planète, peut-être qu'il faudrait un petit peu réduire. Il faut de toute façon arrêter de consommer et de consommer des ressources qui sont finies par nature. Donc si les beaufs pouvaient arrêter de prendre des avions à 3 francs 6 sous pour aller à l'autre bout du monde, passer des vacances où ils vont consommer des ressources sur place, bah, ça serait bien. Alors c'est toujours pareil, c'est pour les autres, hein, c'est pas pour vous. Si vous faites partie de l'élite, vous, évidemment, vous n'êtes pas concernés, voyons. Vous faites partie des élus. Hein.
Donc, on met en place un nouveau truc. Alors, cette crise actuelle, eh bien, c'est un prétexte pour surfer là-dessus. C'est pas moi qui le dis, c'est le grand Klaus, hein, il a écrit dans son bouquin, pour pousser le grand reset, qui est quoi? Qui est la mise en place d'un nouveau système communiste, avec au centre l'écologie, hein, tout simplement, c'est-à-dire on sauve la planète. Voilà, suicidez-vous, vous allez sauver la planète. Arrêtez de faire des mômes, ça sera bien pour la planète. Arrêtez de consommer, ça sera bien pour la planète. Voilà. Toujours pour les autres, hein, évidemment. Encore une fois, faut... Voilà, à l'époque du bloc de l'Est, en Union soviétique, il y a effectivement le Gugus de base qui trime pour les autres, qui a un peu plus de chance que l'Ukrainien qui crève la dalle parce qu'il y a un gouvernement central qui lui a enlevé le blé et donc qui est, lui, dans une zone de famine, hein. Et puis vous avez ceux qui sont au-dessus, hein, qui vivent dans les belles dachas, qui profitent effectivement du travail des autres, et puis qui viennent vous mentir à longueur de journée en vous disant que tout ce qui est fait est pour votre bien, hein, voilà. Bon, c'est pareil aujourd'hui, hein. Donc en fait, on passe du socialisme au communisme avec une idéologie au centre, tout simplement. Et quelle est-elle aujourd'hui, cette idéologie? C'est ce que j'ai dit, c'est cette écologie, cette idée qu'il faut sauver la planète. Et donc on développe des gouvernements de plus en plus centralisés, qui ont la possibilité de se développer grâce à de l'argent qui ne repose sur rien, hein, et puis l'adhésion des moutons, et puis cette structure pyramidale qui fait que tout le truc tient plus ou moins, et qui continue d'asseoir le pouvoir des gens qui sont dominants, tout simplement. Voilà. Et donc, cette mise en place idéologique, elle se fait effectivement avec des gouvernements qui se centralisent de plus en plus. Donc aujourd'hui, c'est l'avènement de la technocratie. Voilà. Alors ce qu'on voit déjà au sein d'un État comme la France, par exemple, c'est-à-dire quand on décrète que effectivement, il faut vous arrêter de respirer, vous mettiez une muselière parce que c'est dangereux le virus dehors. Donc, on va considérer que c'est la même chose entre la rue de Rivoli un samedi après-midi, blindé de monde, et la Creuse où il y a un habitant tous les 300 bornes. Vous devez mettre votre putain de masque. Ça, c'est la centralisation. Voilà, parce que vous avez un kéké qui est fonctionnaire, donc qui est payé par vos impôts, grassement, hein, qui baigne dans cette idéologie soi-disant dominante, mais qui constitue juste une petite élite, hein, et qui veut voir le monde comme elle veut le voir. Voilà, tout simplement. Et après, on fait descendre les infos en cascade, et puis on vous dit, c'est comme ça. Puis après, vous avez un flic de base qui vient vous voir dans votre village de merde de 200 habitants, puis qui vous dit, non, faut mettre le masque, hein, voilà. Il n'y a même plus de caution sanitaire là-dedans, ça n'a rien à voir, c'est de l'idéologie. Voilà, vous avez en face de vous des gens qui vous disent « le ciel est vert ». Et si vous le voyez bleu, on arrive à un point où ces gens-là vont vouloir vous éradiquer. Parce que, comme on entre dans le communisme, eh bien, c'est du totalitarisme, c'est une forme de fascisme, hein, vous n'êtes pas conforme à la norme qui est dictée, et là, c'est la norme qui est liée à l'idéologie dominante, ça n'a plus rien à voir avec le bon sens, ni avec la science, ni avec des faits objectifs, observables. Non, c'est une idéologie, donc vous ne pouvez plus discuter avec ces gens-là parce que eux veulent vous éradiquer. On le voit, c'est la sortie, par exemple, dernièrement, là, on est en juin 2021, du gros mollusque, là, espèce de journaliste qui vous dit si vous n'êtes pas vacciné, vous allez partir entre deux gendarmes de force dans un vaccinodrome. Enfin bref, c'est des gens comme ça. Donc en fait, ces gens-là sont prêts, vous lui filez un FAMAS, il vous tirera dessus parce qu'il aura l'impression de rendre service à l'humanité en vous éradiquant, vous, qui osez penser par vous-même. Donc on en est là, voilà. Et donc ces systèmes technocratiques, c'est exactement ce qui s'est développé dans le bloc soviétique, hein, c'est-à-dire par ce jeu de cascade qui part du haut, plutôt que de partir du bas et du bon sens, ça part du haut, avec des gens qui sont complètement coupés des réalités, eh bien, on aboutit toujours à des dizaines de millions de morts, c'est comme ça, parce que vous avez dans un bureau au fin fond de Moscou, là, un Gugus qui décide de ce que le paysan ukrainien doit planter, à quel moment et comment, alors qu'il n'a jamais foutu les pieds sur un terrain, et que par chaîne évidemment de gouvernement, vous avez une milice privée qui oblige ce paysan à faire ça, puis on aboutit à la famine. Bah ouais, forcément. Ça finit toujours comme ça. Là, c'est exactement la même chose. Tout se décide au niveau européen. Voilà, vous avez des mecs qui sont hors sol, qui décident que ça sera comme ça dans tous les pays, machin. Alors après, ça, c'est des grands mouvements globaux qui se dessinent. Maintenant, après, vous avez en fonction de ces cycles, vous avez des cycles à l'intérieur qui sont différents. Par exemple, quand on voit les pays de l'Europe de l'Est,
Eux sont dans un cycle différent. C'est pour ça que quand vous vous baladez dans un pays comme la Bulgarie ou d'autres pays, en Estonie peut-être, eh bien vous avez ce sentiment de liberté. C'est un truc qu'on capte dans l'air, hein, qui est plus du tout celui qu'on ressent quand on se promène en France. Pourquoi? Parce que ils sont pas au même niveau du cycle qu'en Europe de l'Ouest. Et bizarrement, vous voyez bien que le traitement de la crise, le traitement des obligations qui sont mises en place, soi-disant pour votre bien, mais pas du tout le même. Parce qu'on n'est plus libre. La Bulgarie, c'est la France des années 70-80. Voilà, ils sont dans une phase de croissance et ça se retranscrit à la fois dans le taux d'imposition, dans la force et la puissance de l'État, hein, qui est largement pas aussi développé qu'à l'Ouest, et du coup, avec cette volonté des gens de jouir d'une liberté dont ils ont été plus ou moins privés quand ils étaient sous le joug du bloc soviétique, il y a encore 30 ans. Voilà, donc on ressent ce cycle-là qui est pas au niveau de l'autre cycle. De la même façon que vous voyez aux États-Unis, la crise n'a pas été vécue de la même façon pour un New-Yorkais et un type qui vit en Floride ou au Texas. Voilà. Donc vous avez toujours une couille dans le beurre. Heureusement, voilà. Donc aujourd'hui, dans cette phase d'accélération, puis on voit, je l'avais dit, hein, ça va faire des vagues, comme ça on va relâcher un petit peu, mais on va toujours dans le même sens. Hein, voilà. Eh bien, il y a une accélération qui s'opère. Là aujourd'hui, on parle des soignants. On va vouloir les obliger à se vacciner tout de suite. Dès septembre, hein, il faut aller très très vite. Puis évidemment, obliger les gens, hein, si c'était vraiment la panacée, on n'aurait pas besoin de forcer les gens à le faire. Mais bon, c'est comme ça, donc forcément, il y a sans doute autre chose. D'ailleurs, je ne veux pas me faire striker la vidéo, mais bon, bref. Donc du coup, on essaye encore une fois de diviser, hein, parce qu'on va dire ça va être les soignants, puis après effectivement ça sera les profs, les instits, et puis après ça sera peut-être les forces de l'ordre, peut-être en dernier parce qu'on en a besoin, et puis ça sera toute la population, les vieux, les moins vieux, puis jusqu'à 12 ans, puis après ça sera vaccin obligatoire tous les 6 mois pour les poupons, hein, de 6 mois, voilà. On y va progressivement en déstructurant la société. Alors aujourd'hui, encore une fois, c'est toujours les vieilles ficelles de la peur, c'est toujours la même chose. Les soignants qu'on applaudissait tels des héros à 20h, hein, c'était magnifique hypocrisie dont est capable le peuple de moutons et de moujons français. Voilà, comme disait mon père, le Gaulois, ça fait longtemps qu'on lui a coupé les moustaches. Hein. Bref, donc tout le monde était là pour faire du bruit, hein, pour ces soignants qu'on envoyait. Il faut quand même s'en rappeler, ça. Hein, on les obligeait, même s'ils étaient, testés positifs, hein, on les obligeait à aller travailler sans masque, sans gants, sans rien, et puis mettre un sac poubelle sur la gueule offert par le Bricorama du coin pour pouvoir aller au front, puisqu'on était en guerre. Hein, voilà. Puis à 20h, on les applaudissait, c'est super. Puis aujourd'hui, pas beau, il faut absolument qu'ils se soumettent. Voilà. Parce que sinon, on va les virer. Et puis vous avez une partie des moutons qui sont d'accord, c'est pas bien, il faut les obliger, hein, comme le Chypre là, il faut les obliger, hein, à en mettre des menottes et puis les envoyer au vaccinodrome. Voilà, donc c'est encore une belle démonstration de ce que je disais, de ce fonctionnement de l'humain qui est un peu dégueulasse. Donc on a affaire effectivement à les gens qui sont au sommet savent très bien comment ça fonctionne, hein, ils savent très bien vous manipuler c'est le bâton et la carotte, ils connaissent très bien les ressorts de l'humain de base, hein, et puis en jouant sur cette peur, en jouant sur ces injonctions, eh bien on dissocie, on fracture un peu plus pour pouvoir dominer, pour pouvoir rester au pouvoir, les malins. Alors le problème, effectivement, c'est qu'en faisant ça, eh bien vous sapez votre base. Voilà, aujourd'hui, on est patriote que on a le droit que lorsque l'on doit applaudir l'équipe de France. Donc on peut sortir le drapeau. Si vous le faites par ailleurs à une autre période de l'année, vous êtes évidemment taxé d'ultra extrême droite. Voilà, c'est comme ça. Et paradoxalement, on va vous dire, faites-vous vax parce que vous allez vous protéger, mais vous allez protéger les autres. Alors là, du coup, faudrait se sentir appartenir à une même nation, une même volonté ensemble de combattre, alors qu'on, par ailleurs, on divise. Bon, c'est pas très cohérent. Et aujourd'hui, avec cette accélération de ce processus de transmutation, on a aussi une accélération de l'information, donc vous avez toute une partie des gens qui se sont pris un bon coup de pelle derrière la tronche et qui se sont réveillés. Et quelque chose me dit que
quand on parle des soignants, ceux qui sont récalcitrants pour se faire injecter le petit bidule, c'est que quelque part, vous avez affaire à des gens qui sont au contact de la misère, de la maladie et de la souffrance au quotidien. Alors si une partie de ces gens-là, je ne dis pas qu'ils sont tous là-dedans, mais si une partie de ces gens-là refusent absolument d'y passer, c'est que peut-être ils se disent qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations nécessaires, que le bénéfice-risque ne penche pas dans du bon côté pour eux. D'accord ? Et s'ils sont campés sur leur position, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas peut-être envie, à un moment donné, de se retrouver en face, c'est-à-dire allongés dans un lit en train de souffrir. Voilà, par rapport à cette balance bénéfice-risque. Donc, je me dis que là, si on en force certains, alors qu'ils ont été sous pression depuis, on va dire, 1 an et demi, il y en a une bonne partie qui va démissionner, il y en a une autre qui va s'organiser autrement, puis vous allez avoir une résistance, forte résistance. Hein. Je sais pas, moi, imaginez un flic. Vous avez un narratif officiel, voilà. On va parler à Jean Gauche comment dire, de la Courneuve, hein, à 3h du matin, puis on va lui dire, va te promener là-bas, tranquille, sans armes, machin, ça va bien se passer. Si tu as un problème, les collègues interviendront dans la minute, ça ira. Alors lui, il va peut-être souscrire à ce discours, parce qu'il ne connaît pas l'environnement, il ne connaît pas le système, il ne connaît pas les implications du métier. Maintenant, vous dites ça à un flic, qui lui a l'habitude de travailler là-bas, et vous lui dites la même chose, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, attends, ta soupe, tu la gardes pour les autres. Moi, je sais comment ça se passe. Hein. Donc, je ne vais pas risquer ma vie. Non, je veux d'autres garanties. Donc voilà, donc quand on écoute le professionnel, hein, si vous avez des professionnels du secteur qui ont des réticences, peut-être vous, si vous n'êtes pas dedans, vous êtes amené à vous dire, tiens, pourquoi lui, il résiste comme ça, hein, ça devrait peut-être mettre la puce à l'oreille. Hein. Voilà. Donc, on est effectivement dans cette phase aujourd'hui où on a une transmutation qui s'opère dans le système, donc toutes nos économies occidentales vont vers ce grand reset, on essaye de mettre en esclavage finalement les gens, c'est-à-dire les rendre de plus en plus dépendants, tout simplement. Regardez tous ces discours qui vont à l'encontre des gens qui sont survivalistes, qui veulent vivre en autonomie, etc. On les stigmatise à mort. Pourquoi ? Parce qu'il est hors de question que vous soyez un électron libre, que vous soyez indépendant. Parce que quand vous êtes dépendant, eh bien, vous êtes mis en esclavage, on peut faire de vous ce qu'on veut, tout simplement. Voilà. Donc, on vit une période très intéressante, hein, très intéressante, parce qu'on a une accélération à la fois, une crispation hein, qui s'opère. Ça a commencé déjà, notamment en France, mais partout dans le monde, hein, avant cette fameuse crise avec des gilets jaunes qu'on voyait fleurir un petit peu partout, hein, parce que les gens commencent à s'éveiller, commencent à se dire « Attends, ça suffit là hein, on prend pour un con ». Et puis, une crispation du système qui veut effectivement, avec des gens qui veulent conserver leur pouvoir et qui, mus par une idéologie un peu hors sol, veulent dérouler leur agenda et sentent que ça leur échappe, donc ils accélèrent. Et à côté de ça, vous avez toujours une masse de moutons informes qui suivent le mouvement parce que soit ils ont peur, la manipulation a bien fonctionné, ou soit parce que, effectivement, ils préfèrent, par confort psychologique, s'accrocher à leur monde, leur petit univers, hein, c'est comme dans le film Matrix, hein, ils se défendront becs et ongles pour rester dans leur virtualisation, hein, dans leur monde virtuel, voilà, pour rester à l'intérieur de la matrice, parce que si l'inconnu fait peur, hein, donc ne surtout pas être libre. Hein. Voilà. Mais à côté de ça, vous avez une frange de la population qui s'éveille, qui résiste, qui observe ces mouvements, et puis qui reste plus ou moins campé sur ses positions hein, d'attente, hein, attendons de voir comment ça se passe quand même, hein. Vous avez des professionnels qui résistent encore plus. Hein. Et puis, vous avez ces élites qui vont essayer de déstructurer un peu plus la société. Voilà. Pour pouvoir asseoir le pouvoir, le conserver et en divisant pour mieux régner, comme on dit. Le problème, c'est qu'effectivement, quand vous faites ça, vous sapez les bases. Et vous prenez le risque que ça vous pète à la gueule. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. C'était plus facile en 14 de dire à tous les petits Français de l'époque, il faut aller casser du Bosch parce que voilà, on est patriotes, c'est eux l'ennemi. Hein, ils y allaient la fleur au fusil. Aujourd'hui, qui voudrait se battre hein, pour soi-disant ce front commun hein, contre un pseudo problème hein, voilà, je sais pas, moi je pense pas, on ne trouverait pas beaucoup de volontaires. Hein, voilà. Donc, pour conclure cette vidéo, voilà, c'est tout simple. Hein, moi je fais ces analyses régulièrement, c'est-à-dire je pars de l'humain et puis de ses fonctionnements, de ses forces innées qui le drive depuis la nuit des temps.
Et puis j'essaye de voir justement à l'aune de cette volonté de pouvoir, de cette volonté de possession, de voir comment les grands schémas se développent. Hein. Essayer de définir des grands cycles d'évolution, voilà, tout simplement, à l'intérieur des zones. Aujourd'hui, on réfléchit plus vraiment par pays, mais par zone économique. Hein. Mais à l'intérieur de ces zones économiques, vous avez des disparités, de la même façon qu'à l'intérieur de chaque pays, vous avez des disparités. Vous n'allez pas subir les mêmes choses quand vous êtes dans une grande ville comme Paris, ou comparé à quelqu'un qui essaye de vivre en autonomie dans une petite ferme au fin fond de la Cambrousse. Hein, voilà. Donc, on peut pas faire de grands. Comment dire, on détermine des grands schémas d'ensemble, des grandes directions, des grandes tendances. Et puis, à l'intérieur, on voit des disparités avec des cycles qui sont différents. Alors maintenant, il peut y avoir des ruptures de tendance aussi. Mais encore une fois, plus on dézoome, c'est-à-dire plus on a un temps long sur le cycle que l'on observe, plus cette tendance a de force et elle va dans une direction. Et aujourd'hui, on voit bien que ça ne s'infléchit pas, quoi, tout simplement. Hein. Allez bien, écoutez, sur ce, je vous laisse méditer là-dessus et puis je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Pensez par vous-même. Hein. Ciao, ciao.